Et c'est parti pour Investir responsable, le rendez-vous dédié aux thématiques d'investissement durable, responsable ou à impact de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, la question qui va nous animer est donc de savoir si ISR et performance sont un mirage à long terme. Quand on parle d'investissement socialement responsable, on parle de la prise en compte de critères autres que les critères financiers, c'est-à-dire les critères ESG. Environnementaux, sociaux et de gouvernance qui sont extra-financiers. Est-ce que ces critères dégradent la rentabilité des fonds et est-il vraiment possible de concilier performance et éthique? Pour répondre à ces questions, nous sommes ravis de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandre Garel, chercheur en finance chez Audencia Business School. Bonjour. Bonjour Pauline, merci pour votre invitation. Merci d'être venu. Alexandre Garel, pour commencer, pourriez-vous nous rappeler comment se manifestent les investissements responsables? Eh bien, tout à chacun, que ce soit via l'épargne salariale, son plan épargne retraite ou les produits d'assurance vie, on va être amené à être confronté à des produits responsables, puisque d'après la loi Pacte, votre intermédiaire financier doit vous proposer au moins un produit d'investissement responsable. Donc c'est la façon dont ça se manifeste et ça peut prendre plusieurs formes. Quelles sont les grandes catégories quand on parle d'ISR ? Alors vous avez les fonds ESG, donc qui utilisent des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance pour surpondérer certaines actions dans leur portefeuille. Vous avez des fonds d'exclusion qui vont sortir du portefeuille des secteurs UG non responsables. Vous avez des fonds plus thématiques qui, par exemple, vont investir dans les entreprises bas carbone. Et vous avez aussi des fonds à impact qui vont délivrer de la performance extra-financière mesurable. Et vous avez même des fonds solidaires où un pourcentage de l'argent qui est dans le fonds va être consacré à des structures solidaires qui ont pour but, par exemple, la réinsertion sociale, mais pas de délivrer du rendement. Est-ce que vous pourriez nous redéfinir la notion de performance en finance, Alexandre ? C'est très important pour pouvoir parler de la performance des fonds responsables. Alors, je vais commencer par quelque chose d'assez classique. Ce qui importe pour un portefeuille, c'est le couple rendement-risque. Donc, on cherche à avoir le plus grand rendement possible pour un risque le plus faible possible. Et typiquement, une façon d'y parvenir, c'est d'avoir un portefeuille très diversifié. Donc, à l'échelle française, c'est d'investir dans l'ensemble des actions disponibles sur le marché français. On va obtenir le rendement moyen de ce marché pour un risque minime, puisqu'on va éliminer les risques spécifiques à certains secteurs ou certaines entreprises. On sera seulement exposé au risque de marché. Donc la performance d'un fonds responsable qui va dévier de ce marché total, qui va faire des choix en favorisant plutôt certaines actions et en changeant les pondérations, cette performance, elle doit s'évaluer par rapport à cet indice de référence. Est-ce qu'on fait mieux, pareil ou moins bien ? Un autre critère, autre que la performance d'un indice de référence qu'il faut prendre en compte dans le raisonnement, c'est les frais de gestion. Lorsque vous faites une stratégie responsable, vous avez davantage de frais de gestion généralement, ce qui s'explique parce que vous devez faire un effort de repérer les actions qui ont des meilleures performances extra-financières. Vous avez des efforts, une activité qui est consacrée à la constitution de ce portefeuille. Donc quand on parle de la performance d'un fonds responsable, elle est à penser par rapport à la performance de l'indice de référence, simplement investir dans tout le marché, et il faut prendre en compte les frais de gestion. Voilà, donc net des frais de gestion. Et quels sont les grands facteurs qui déterminent si les fonds ISR peuvent surperformer, Alexandre ? Alors, il y a au moins 5 forces. J'aurai peut-être l'occasion de les détailler par la suite. La première, c'est, comme je viens de le dire, on va s'écarter de la meilleure diversification possible. On ne va pas avoir toutes les actions du marché, mais seulement un sous-secteur. Comme vous êtes moins diversifié, normalement, le couple rendement-risque devrait être moins bon. Donc là, c'est plutôt une sous-performance par rapport à l'indice qu'on va attendre. Une autre vision, c'est quand vous faites de l'investissement responsable, vous pouvez vouloir dégager de la performance extra-financière. Et dès l'instant que vous vous écartez de l'objectif de maximiser la performance financière, pour pouvoir dégager de la performance extra-financière, encore une fois, l'attendu, c'est plutôt une sous-performance stricto sensus pour l'aspect financier. Ensuite, vous avez des facteurs qui peuvent laisser à penser que vous aurez une meilleure performance que l'indice. Il y en a un qui est la prise de risque. On peut imaginer que si vous avez dans votre portefeuille seulement des entreprises responsables, elles sont moins exposées à des risques grandissants, des risques environnementaux, des risques de changement de régulation, des risques de réputation, de controverses en termes de gouvernance de l'entreprise, en termes de bien-être des salariés. Voilà, votre portefeuille, potentiellement, il est moins exposé à ces risques. Donc, si vous maintenez un rendement égal à l'indice de référence, vous aurez moins de risques, vous avez un meilleur rendement risque que l'indice, donc une surperformance. Et vous avez au moins 2 autres critères qui sont vous êtes plus résilient en temps de crise parce que comme vous êtes une entreprise responsable et comme vous avez un portefeuille d'entreprises responsables, vous avez plutôt des investisseurs de long terme, vous avez plutôt des clients plus fidèles, des fournisseurs plus fidèles, des employés plus fidèles. Donc en temps de crise, vous devriez avoir une chute moins forte du cours de bourse. C'est un autre argument. Et le dernier, c'est les fondamentaux. L'idée, c'est que quand on fait des paris sur les critères extra-financiers, fondamentalement, on va choisir des entreprises qui ont des meilleurs fondamentaux.
Un exemple, ça peut être la capacité par rapport aux concurrents, à créer des produits et services responsables les premiers, ce qui va permettre de capter une clientèle, d'avoir des produits avec des marges plus fortes sur ce nouveau secteur des produits responsables. C'est un exemple parmi d'autres. Est-ce que l'ISR réduit, selon vous, les opportunités d'investissement? Les critères ESG, est-ce qu'ils peuvent constituer un frein à la rentabilité, Alexandre? Ça, c'est une très bonne question. C'est la question de la composition d'un portefeuille responsable. Donc mécaniquement, si on suit une logique qui surpondère des entreprises avec des bonnes notations extra-financières ou qui exclut des secteurs non responsables, on va se retrouver avec une composition spécifique qui n'est pas celle du marché. Et donc une façon de comprendre la performance de ce portefeuille spécifique, c'est de comprendre en quoi il diverge de l'indice de référence et en quoi cette divergence peut expliquer la performance. Donc typiquement aujourd'hui, un fonds responsable, dans les années précédentes, il avait plus de valeur technologique et plus de valeur dite de croissance. Donc c'est des entreprises qui ont une forte valeur de marché par rapport à leurs fondamentaux. Et aussi, les fonds responsables tendent à avoir moins de pétrolières, moins d'industries lourdes, et moins de titres de valeur, c'est-à-dire de titres dont la valeur de marché est faible par rapport aux fondamentaux. Une fois qu'on a compris ça, on peut expliquer beaucoup de la performance passée observée des fonds responsables. Pendant le Covid, ces fonds-là vont plutôt surperformer. Pourquoi? Parce que les valeurs technologiques surperformaient. Et par contre, par exemple, l'aviation sous-performait. Et l'aviation tend à être moins représentée dans les fonds responsables. Et récemment, par contre, on comprend très bien la moindre performance des fonds responsables. Pourquoi? Au moins 3 critères. Explosion de la bulle technologique, valorisation à la hausse de l'armement, qui est souvent exclue, et bien sûr, valorisation à la hausse des pétrolières et des gazières, qui aussi tendent à être plus exclues ou moins pondérées dans les portefeuilles responsables. Donc en fait, à partir de la composition qui est spécifique à ces fonds responsables et des divergences par rapport à l'indice de référence, on peut comprendre les écarts de performance observés. Vous parliez de surperformance il y a un instant. Est-ce qu'on peut générer de la surperformance en investissant dans des thématiques ESG? Voilà, donc là, outre les effets de composition, c'est la croyance que fondamentalement, les entreprises qui ont des meilleures notes extra-financières seraient meilleures que celles qui ont des moins bonnes notes extra-financières. Et donc là, on revient au point que j'ai mentionné brièvement auparavant. Il y a la notion de risque. Voilà, typiquement, est-ce que si aujourd'hui j'ai un portefeuille responsable, j'ai vraiment des entreprises où il y a un moindre risque d'actions illégales, de corruption, de violation des droits humains, de mauvais management des employés, de management toxique, de harcèlement. Voilà, c'est ça qu'il faut définir. Et si c'est vraiment le cas, ce pari peut être gagnant dans une société où ces risques sont grandissants et le marché réagit de plus en plus négativement à l'apparition d'une controverse environnementale ou sociale dans une entreprise. Donc ça, c'est un des points. Les autres points, c'est la résilience pendant les crises. Ça a été observé pendant la crise des subprimes. Les portefeuilles responsables ont mieux performé à ce moment-là. Pendant la période du Covid, on a aussi une meilleure performance relative des fonds responsables, notamment ceux qui ont une grande dimension environnementale. Maintenant, dans la crise actuelle, qu'il soit de l'inflation ou de la guerre en Ukraine, on n'observe pas. Donc cette résilience pendant les crises, elle semble quand même être spécifique à 2 crises par rapport aux 3 que je viens de mentionner. Et enfin, il y a l'idée qu'intrinsèquement, une entreprise qui est responsable, qui fait des services et des produits responsables, donc on va vraiment jusqu'au bout de la démarche, elle va capter un marché qui est grandissant par rapport à ses concurrents, et donc sur le long terme, elle va faire plus de profit. Mais encore une fois, ce qui est sous-jacent à cet argument, c'est qu'il y a une vraie démarche responsable. Donc on va au-delà de la note, il faut vraiment qu'il y ait une démarche qui se traduise par des produits et des services spécifiques. Et devrait-on plutôt s'attendre à sacrifier un rendement financier pour un rendement extra-financier alors? Mais ça, c'est un peu l'origine quand même de la démarche de la finance durable. C'est l'idée que si on a des clients et des investisseurs qui, outre du rendement financier, veulent du rendement extra-financier, on va pouvoir, par la finance, transformer les comportements et récompenser les comportements vertueux. Mais dès l'instant que vous avez un fonds, typiquement un fonds à impact, qui délivre de la performance extra-financière, c'est-à-dire un bénéfice environnemental ou social quantifiable, donc une réduction d'émissions données, un nombre d'emplois locaux préservés, par exemple, il est évident que si vos entreprises ont fait un effort pour atteindre ces objectifs-là, elles n'ont pas consacré cet argent pour maximiser le profit. Donc nécessairement, si vous voulez un rendement extra-financier, ça va être au prix d'un rendement financier. Donc là, c'est l'idée que si on va jusqu'en boutisse et vraiment voir des résultats, nécessairement, vous allez accepter, et c'est aussi le but de la démarche, un moindre rendement financier. Et vous le retrouvez par exemple sur les obligations vertes et sur les obligations soutenables. En tant que prêteur, vous allez avoir un moindre rendement de votre capital parce que soit il est fléché vers un projet vert, soit il est conditionné à l'atteinte d'objectifs environnementaux ou sociaux. Alors pour conclure, Alexandre, et selon vous, est-ce que l'ESG peut-il vraiment être performant ? Alors avec
tout ce que j'ai dit, on voit bien que la réponse qui ne va pas forcément vous satisfaire, c'est que ça dépend de la catégorie de fonds. Ça dépend si on veut qu'il y ait une vraie performance extra-financière qui aille de pair avec notre investissement, et ça dépend surtout des paris qu'on fait sur le long terme. C'est-à-dire que si, encore une fois, on a une approche qui exclut les entreprises qui ont une forte empreinte carbone, le pari implicite, c'est qu'un jour, les actifs fossiles vont être très fortement dévalorisés parce que la régulation adviendra, parce que sociétalement, ce ne sera plus possible d'avoir ces actifs fossiles. Mais c'est le pari qu'on fait. Donc l'idée, pour avoir une vision sur la performance de long terme, c'est d'expliciter les paris de long terme que l'on fait. Merci beaucoup Alexandre Garel, chercheur en finance chez Audencia Business School, d'avoir répondu à nos questions sur le plateau de Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.